l'enfant doit naître d'un homme et d'une femme. Et ce que je veux vous dire ce soir, c'est que cela n'existe plus en France, enfin cela n'est plus le principe de la filiation en France depuis le 17 mai 2013. Nous étions descendus ensemble dans la rue avec Guillaume, que j'avais attrapé par la main à la Sainte-Baume, hein, tu te souviens? À l'été de la Sainte-Baume, pour lui dire août 2012. Et quelques semaines après, nous étions chez vous, mon père, et je vous en remercie à nouveau, pour lui dire cette loi, c'est pas possible, ils vont changer le mariage, c'est important, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans par rapport à l'enfant? Et quand on a vu la réalité, effectivement, que l'adoption plénière qui change les origines biologiques de l'enfant, c'est-à-dire qui change ses géniteurs, quand on a vu que c'était effectivement ça qui passait, c'était d'ailleurs écrit dans le programme de M. Hollande, qui ne nous a jamais menti, ouverture du mariage et de l'adoption pour les couples de même sexe, eh bien, c'est là que nous sommes partis tous ensemble, et c'est là que j'ai dit, la famille, elle s'origine d'abord dans la naissance. Et pour naître, un enfant doit avoir un homme, une femme qui sont ses pères et mères. Regardez que non seulement que nous n'étions pas loin de la réalité, c'était ça, effectivement, qui posait le plus de problèmes, car aujourd'hui, un bébé naît de trois personnes biologiques. Quand vous avez cassé la règle de la naissance entre l'homme et la femme, voilà ce qui va arriver, parce que la science nous le permet, parce que l'argent nous le permet, mais aussi, et ça n'a été abordé par peut-être un peu notre ami juriste, que je remercie. Pardon Dominique, je ne t'ai pas remercié d'être là. C'est super sympa aussi, l'Institut Famille et République. Merci à elle d'avoir résumé les tâches du droit européen, la Cour européenne des droits de l'homme. Mais je dois dire que, donc là, cet enfant, vous savez comment il a été fait. On a énucléé un ovule, on a remis le noyau d'ovule d'une donneuse, et il a été fécondé, et c'est la mère qui a accouché, hein, mais l'ovule avait été manipulé. D'accord? L'enfant était malade, ou la mère était malade. Donc là, c'est encore thérapeutique. Mais je tiens à vous dire aujourd'hui, et je vais peut-être dépasser le quart d'heure, parce que ce que j'ai à dire, non, à peine. Ce que j'ai à dire est vraiment très important. Il n'y a pas que le droit européen de notre Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que la législation en France, il y a l'idéologie supranationale des droits, supra-internationale des droits sexuels et reproductifs. Guillaume nous a parlé de la souveraineté absolue de l'individu. Eh bien, mes chers amis, ils sont reconnus au niveau international par l'ONU et par l'OMS. Est-ce qu'on a vu l'OMS avant? Oui, on peut voir l'OMS? Non, pas ce qui va vous dire. C'est vrai? Bon, alors je vais vous dire simplement que c'est l'OMS qui reconnaît aujourd'hui des droits à chaque individu à une santé sexuelle totale, santé sexuelle, hein, donc on est et thérapeutique et pas thérapeutique, qui effectivement ouvre des droits qui sont incroyables. La santé sexuelle fait partie intégrante de la qualité de vie. OMS, c'est un état de bien-être, la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation avec la sexualité et non pas simplement l'absence de maladie et de dysfonctionnement ou même d'infirmité. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une charte internationale du planning familial, d'accord, qui isole la sexualité et qui en fait un droit individuel de chaque individu, le dissociant totalement de la reproduction et du couple. Toute personne a droit à ce qu'un programme complet d'éducation à la sexualité l'aide à exercer pleinement sa citoyenneté, sexualité égale citoyenneté, dans les sphères privées. Non mais ne rigolez pas, c'est la réalité de l'ONU, hein, dans les sphères privées, publiques et politiques. Et politiques. Vous m'entendez bien? La sexualité est devenue un enjeu politique. Et pourquoi? Parce qu'elle permet la reproduction individuelle. Toute personne a le droit de prendre ses propres décisions en ce qui concerne quand et comment avoir des enfants.
Ceci inclut l'adoption, évidemment l'adoption filiative, on verra la différence dans un instant. Les traitements de la fertilité. Qu'est-ce que les traitements de la fertilité? Évidemment, la procréation médicalement assistée et la gestation par autrui. Mais il faut bien comprendre que dans le cadre de l'ONU, la fertilité s'entend comme la fertilité sociale et la stérilité comme la stérilité sociale. C'est-à-dire que toute personne qui ne peut pas se reproduire dans une relation sexuelle pour différentes raisons, soit elle est seule, soit elle est homosexuelle, soit les deux, soit elle veut juste un enfant comme ça, eh bien, elle est dans une stérilité sociale qui ouvre un droit à la fertilité et le fait d'accéder à un éventail aussi large que possible de moyens abordables de contraception, ce que je trouve par ailleurs, moi, tout à fait normal. Bien. Donc comprenez que nous sommes dans un cadre qui n'a pas été jusqu'à maintenant véritablement défini par mes prédécesseurs, mais qui vous disent que ça, c'est l'idéologie mondiale qui pèse sur les nations. Et ce sont les nations qui, en prenant des lois, importent cette nouvelle vision individualiste du droit à avoir une sexualité, une santé sexuelle et une santé reproductive, droits sexuels et reproductifs, qui font que chacun peut décider d'avoir un enfant totalement en dehors de la relation homme-femme. Sachez que ça, c'est une règle mondiale. C'est à chaque pays d'y résister, ou pas, ou de l'admettre. Et ça dépend de votre volonté, à vous. Chacun des citoyens qui va voter. Je me permets de vous montrer en 5 minutes un petit film qui s'appelle La sociologue et l'ourson. La sociologue et l'ourson a été tourné par le fils Mathias Théry, le fils d'Irène Théry. Qui est Irène Théry? Irène Théry est une sociologue, partisane de la révolution sexuelle de mai 68, qui a donc fondé cette idéologie dominante maintenant de l'ONU, de l'OMS, mais aussi, que vous retrouvez aussi évidemment dans toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui au Conseil de l'Europe, par exemple, contre lequel on se bat aussi, mais qui redescendent par l'Europe. Et heureusement, on a aujourd'hui la Cour européenne des droits de l'homme, comme vous l'a très bien dit Dominique Marcillassi, qui fait un blocage par rapport à ça sur la filiation biologique. Mais maintenant, vous allez voir, là, alors, ça a été tourné pendant le temps de la discussion parlementaire sur la loi Taubira, donc là, on atterrit en France en 2013. Le 13 janvier 2013, avec Guillaume de Prémat, Ludovine de la Rochère, Albéric Dumont, vous êtes appelés à défiler et vous êtes, le 13 janvier, plus d'1 million sur le Champ de Mars. Ça a été mis sous forme de petites marionnettes, pour vous faire moins peur, d'accord? Mais là, nous sommes le 13 janvier au soir, et je suis interviewé sur BFM TV, et voilà ce que je dis à la journaliste sur BFM TV, car à l'époque, j'avais l'honneur de conduire les manifs en collaboration avec nos amis les Guillaume. Aujourd'hui, je veux dire devant tout le monde que nous avons à peu près mobilisé plus d'1 million de personnes à Paris. Voilà, je dis le chiffre. Où est la caméra? Là, là. 1 million de personnes se sont mobilisées dans la joie et dans l'amour des homosexuels. Nous avons été archi nombreux. Vous prévoyez une nouvelle mobilisation si... Mais bien sûr, si le président ne bouge pas, je vous assure que nous sommes archi mobilisés et que là, vous avez vu simplement la base émergente de l'iceberg. Je suis un petit peu déprimé mais par la situation, hein. Ces gens qui sont sûrs de leur bon droit, alors que moi, j'arrive pas à faire passer mes idées. Enfin, aujourd'hui, j'ai un petit coup de barre, mais c'est peut-être parce que j'ai beaucoup fait de choses. En plus, chaque fois, des trucs tendus, quoi. À Assas, avec les gens d'extrême droite, chez les notaires, c'était pas gagné d'avance. On se rend compte qu'il y a un énorme chemin à faire, quoi. Oui, c'est surtout Barjot. Elle explique toujours le même truc. Elle dit l'amour homosexuel, pas de problème. Les enfants pour les homosexuels, pas de problème. Le seul problème, c'est qui est marqué de papa plus papa. C'est qu'on dise qu'un enfant est né de 2 hommes. Mais de ce point de vue-là, elle exprime le cœur de l'opposition.
Parce que pour eux, les vrais parents, c'est les parents biologiques. Tu comprends? C'est pour ça qu'ils veulent mettre leur nom dans l'état civil de l'enfant. Tu vois? Oui, mais si tu fais, il y a aussi une solution. Mais je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas parce que eux, ils veulent dire au fond. Attends. Non, mais c'est très important que tu comprennes ça, Mathias. Bah, je sais, mais tu crois pas qu'on peut faire un truc où on est un peu transparent, où on assume tout? C'est-à-dire, on dit, les vrais parents, c'est ceux qui ont voulu l'enfant, ils ont fait appel à un donneur, et le donneur reste à sa place de donneur, et ça peut pas être écrit. Mais bien sûr que si. Bah, voilà. C'est ce que je dis, c'est ce que j'ai défendu à la fin de Des humains comme les autres. J'ai même montré la formule. Donc ça veut dire juste transparence. Non. Bah pourquoi? Parce qu'il y a deux façons de concevoir la transparence, il faut trancher. Ma transparence, c'est pas la transparence de Barjot qui va vouloir dire que Madame Machin est la donneuse et donc c'est la vraie mère, que le donneur de sperme est le vrai père. Pour eux, les vrais parents, c'est les biologiques. Et puis il y a les éducateurs. C'est comme des sortes de beaux-parents. C'est ça qu'ils disent. Et moi, ce que je dis, c'est que les parents, c'est le couple d'intention, en quelque sorte, et c'est pas le donneur. Le donneur, c'est un donneur, point barre. Et ben alors, qu'est-ce qu'on écrit dans l'acte de naissance? Les noms des parents intentionnels. Ceux qui ont voulu l'enfant, qui vont l'élever. L'identité des donneurs, elle reste dans le dossier médical, et on mentionne qu'il y a eu un don d'engendrement pour arrêter de le cacher. Et ben alors, il suffit d'expliquer à Barjot non, mais il suffit pas, Mathias. C'est pas qu'ils ont pas compris. C'est une bagarre. C'est une énorme bagarre. Ou plutôt ce qui s'est passé et que nous avons failli gagner. Et je ne reviendrai pas sur les raisons de notre échec, parce que ce n'est pas totalement un échec et c'est pas totalement perdu jusqu'au 17 mai 2017 ou 7 mai 2017. La réalité, c'est que la loi Taubira, elle a changé le principe de la filiation humaine. Parce qu'elle veut changer le principe de la conception de l'enfant. Parce que quand on change le principe de la conception de l'enfant, on change la conception de l'humain. Voilà, mes amis, ces droits sexuels et reproductifs qui donnent à chaque personne le droit de se reproduire, parce qu'on est dans la stérilité sociale et on s'est servi du couple homosexuel pour ça. Eh bien, la réalité, c'est pour que chaque personne puisse faire un enfant en dehors de sa conception naturelle, de la relation de l'homme et de la femme. Voilà. Je vais, la veille, rencontrer Irène Théry, le fameux soir où on me voit avec le petit oiseau, là, sorti de la manif et sorti du plateau. On va mettre ça et vous allez voir que ce qu'elle vient de dire, à moi, elle va me dire. Irène Théry. Oui. On s'est vu à la mairie. On s'était vu à la mairie, oui, tout à fait. J'espère qu'on va continuer à débattre et à dialoguer. Mais moi aussi. Il y a plein de gens qui comprennent. Oui, ça c'est sûr, vous les aidez pas beaucoup à comprendre. Ben si. Mais comprennent pas pourquoi. Il n'y aura plus de père, il n'y aura plus de mère. Continuez comme ça, ils comprendront pas. Vous savez très bien que c'est le cas de la juridiquement. Oui, sûrement. Mais oui. Ben non. L'acte de naissance qui efface la mère, c'est pas possible. Mais non, bien sûr que non. Bon, allez, on continue. Voilà, mais continuez à désinformer. Vous continuez à vous affolez les populations avec des mensonges. Avec aucun je vous assure. Il y avait une vraie fête. Dites qu'on va enlever le nom de la mère dans l'acte de naissance. Continuez à dire ça. Mais c'est vrai. C'est faux. C'est juste faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. On n'enlève pas. Et enfin, si on l'enlève pas, s'il n'y a pas effectivement, donc il y aura 3 parents. De quoi vous parlez? Ben, si dans l'acte de naissance on n'enlève pas la mère et qu'un enfant est issu de 2 hommes, il y aura 3 parents. C'est QFD. Vous parlez de quoi? De l'adoption? De l'acte de naissance. Ben, dans l'acte de naissance. Non, mais que ça soit de l'adoption, de la PMA ou de la GPA, il faut des parents biologiques et des parents éduqués, des parents sociaux. Les enfants vont. D'où viennent les enfants? Les enfants viennent des 2 sexes et ça va continuer. Et bien, il faut que ça soit inscrit. Très bien, Irène, je vous propose une chose, que dans la loi, ça soit inscrit. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Ben, vous aussi, parce que vous devez être fatigué, moi ça va. Non, mais vous, ça sera le 28, c'est ça? Oui. Allez, à bientôt. Au revoir. Vous voyez, d'un côté, elle dira le lendemain à son fils, et ça sortira 3 ans après, parce qu'il ne fallait pas que vous le sachiez. Parce que tout ça, c'est toujours la même chose, c'est qu'il ne faut pas vous dire la vérité, pour que vous ne vous rebelliez pas. Vous
Vous comprenez? Eh bien, là, moi, elle m'embrouille et on comprend rien, parce qu'effectivement, elle expliquera, pour nous, le parent, c'est le géniteur, c'est le parent biologique, et ça, nous nous battrons jusqu'au bout pour cela. Et j'espère que vous vous battrez aussi à nouveau, et que nous pourrons nous rebattre ensemble, très prochainement, tous ensemble. Bravo. Pour la filiation de l'enfant, du plus faible de la personne humaine, celui qui doit connaître ses géniteurs, son père et sa mère. Parce qu'aujourd'hui, voilà à quoi ressemble l'acte de naissance. Évidemment qu'il y a toujours la filiation naturelle, hein, elle est toujours dans l'article 7, la fameuse filiation biologique dont la Cour européenne des droits de l'homme vient de dire qu'elle est de l'intérêt supérieur de l'enfant. Guillaume, intérêt supérieur de l'enfant à la filiation biologique. Je crois qu'on est parfaitement d'accord là-dessus. Oui. Eh bien, ici, vous voyez que sa filiation biologique va être effacée de la façon suivante. Vous avez une ligne père/mère. Bravo, vous avez gardé les sexes. Vous vous souvenez qu'on disait parent 1, parent 2. Ça, c'est 2013, ça, c'est la manif, ça, c'est bravo. Mais aussi la ligne mère/père. Et en bas, sélectionner le sexe du parent. Voilà ce qu'est un parent d'intention. Oui, madame. Oui. Ça, c'est l'acte de naissance d'aujourd'hui, de la loi Taubira du 17 mai 2013, promulguée par le 17 mai 2013. Voilà ce que ça donne. 3 filiations. Donc, il reste la biologique entre l'homme et la femme, le père et la mère. Bon, alors on me dit, ben quoi, on vous a rien enlevé? Non, vous ne l'avez pas enlevé, mais vous l'avez enlevé par principe de structuration de la généalogie et de la société. La voilà la famille que je défends aussi avec vous. La voilà, elle est dans l'acte de naissance. Parce qu'on a créé un autre principe de famille qui est la filiation d'intention, hein, les parents d'intention dont parle Irène Théry. C'est quand vous avez rayé la mère et la mère, vous avez le père, non, vous avez rayé, oui, enfin bref, voilà, vous avez le père et le père, par la loi Taubira, une adoption plénière, et l'enfant n'a pas été adopté en orphelinat, tout ça est faux. Il a été fait par PMA à l'étranger. Il est rentré et les tribunaux français ont appliqué pour les femmes l'adoption plénière, donc acceptant d'une certaine façon la légalisation de la PMA. Vous avez la même chose pour l'homme et l'homme. Évidemment, ça ne fait pas mère et mère, mais père et père. Donc vous avez Jean et Pierre comme seuls parents considérés comme biologiques de l'enfant. Vous comprenez bien qu'il y en a un qui est biologique, ça c'est vrai, mais l'autre non. Parce que qu'est-ce qui s'est passé là? Et là, on va passer au mode de conception. Vous avez la procréation biologique, ok? C'est vrai qu'elle n'est pas encore remplacée comme le demande Madame Théry, parce que l'objectif final, c'est ce que dit Irène Théry, c'est que ça n'existera plus, la procréation biologique. Vous comprenez bien? Mais vous avez la procréation médicalement assistée avec donneur anonyme entre 2 femmes, et vous avez la gestation pour autrui entre 2 hommes. Voilà la réalité de la loi Taubira. Est-ce que c'est clair? Donc je tiens à vous dire une chose, c'est que aujourd'hui, je pense, et je vous le dis très sincèrement, et je pense que vous pouvez vous exprimer par rapport à ça, je crois que c'est cela l'urgence à réformer dans la loi Taubira. Enfin, dans le code civil actuel. Parce que, comme a dit très justement Tristan, la loi, elle est incorporée. C'est fait. On ne revient pas sur une loi qui est votée. On prend l'état du droit actuel, on le compare à l'état du droit mondial, on prend ce que nous sauve encore la Cour européenne des droits de l'homme, et voilà. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui, en tout cas, à l'avenir pour tous, et je pense que ça peut être une demande totalement commune avec la manif pour tous, faire reconnaître face aux droits sexuels et reproductifs individuels, faire reconnaître en France le droit inaliénable de l'enfant à sa filiation biologique paternelle et maternelle, quelles que soient les formes de famille. Eh bien parce que justement, le mariage a été ouvert. Et qu'est-ce qu'il a ouvert, le mariage aux couples de même sexe? Il a ouvert des droits. Des droits d'union,
des droits même que le père ou la mère biologique dans le couple de même sexe élève l'enfant de son conjoint. Aujourd'hui, il s'appelle conjoint marié. Voilà, tout le problème est de savoir est-ce qu'on va garder le conjoint marié, sachant que dans le même statut, vous ouvrez 3 filiations et 3 modes de procréation. C'est inéluctable. Est-ce que je me fais bien comprendre? Aussi, une fois que nous avons fait reconnaître le droit inaliénable, on est toujours dans l'individu, mais on va considérer l'enfant en premier et pas les droits des adultes qui sont les droits reproductifs. L'enfant n'est pas reproductif ni reproductible. L'enfant, il est né d'un homme et d'une femme, et le principe doit être posé en France, c'est son père et sa mère. Donc voilà l'acte de naissance que je vous propose, que nous vous proposons à la même, avec la prochaine manif, peut-être. Le père et la mère retrouvent, ils sont les biologiques, effectivement, ils retrouvent leur ligne de filiation. La filiation, c'est le lien, c'est le lien qui lie l'enfant à ses géniteurs. C'est pas la parenté. La filiation, c'est ce que l'enfant a droit de connaître, effectivement, dont tu parlais du texte supérieur, effectivement, de la Charte internationale des droits de l'enfant, 1989, article 7-1, il a le droit de connaître et, si possible, d'être élevé. Malheureusement, il est écrit par ses parents. Il n'est pas écrit par son père et sa mère. Ah oui, ça aurait été plus simple. Mais non. Voilà. Mais non. Donc aujourd'hui, nous disons que le père et la mère biologique doivent être connus, quels que soient les couples. Les couples sont respectés, ils connaissent les mêmes droits, ils vont avoir même les droits d'éducation qui ont été donnés par rapport à l'enfant biologique, mais ils ne remplacent pas, le parent d'intention ne remplace pas le parent biologique. Et voilà pourquoi il devient tiers éducateur. Ça change tout. Merci. Le principe généalogique de l'humanité est préservé. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est en France qu'on peut préserver ce droit face à l'idéologie mondiale individualiste? Je n'ai pas les termes aussi beaux que ceux de Pierre Manant et de Guillaume de Prémar, mais c'est la même chose. La souveraineté de l'individu face simplement à ce qui le précède, à ce qu'il est, dans une humanité qui ne doit pas devenir une humanité transformée, transhumaine. Parce que ça c'est une barrière éthique à l'ouverture, à la transhumanité qui avance de toute façon à grands pas, de tous les côtés, du côté du génome, du côté de, vous l'avez vu, des transplantations intra-utérines, de l'homme augmenté, et demain bien sûr, de l'utérus artificiel. Mais il faut garder une norme juridique qui soit universelle. Voilà. Alors aujourd'hui, voici l'état du monde par rapport aux droits dont je vous parlais, des droits sexuels et reproductifs. Tout ce qui est en vert, c'est les droits sexuels et reproductifs qui passent à travers, effectivement, la reconnaissance qui devait donner la reconnaissance du couple homosexuel. Comme vous le voyez, ça part du nord-ouest et ça va vers le sud-est, en gros. Hein. Et aujourd'hui, où est l'Amérique, on peut dire, ça y est, c'est fait. Hein, quasiment. En jaune, vous avez les unions civiles. Alors, c'est là que nous allons attaquer le cœur du sujet, le cœur du débat entre nous. L'union civile, qu'est-ce que c'est? C'est le mariage sans la filiation. C'est simple, c'est tellement simple. C'est le couple, l'union, mais l'enfant dedans, il garde sa filiation, homme et femme. C'est-à-dire qu'en fait, un couple sous union civile qui élève des enfants, l'enfant il a un acte de naissance avec le père et la mère, et s'il le veut, il peut aller retrouver sa mère biologique ou son père biologique, comme s'il était non cohabitant. Est-ce que vous voyez la différence? Quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien c'est de préserver ce que je vous disais, la généalogie humaine. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui avec, vous voyez, à partir de l'est de la France était encore... ben non, elle n'était pas, elle était sous Pax. Donc c'est pour ça qu'elle est montée du Pax au mariage. C'est quoi la différence?
Eh bien, c'est que le Pacs, tous les couples sont dans le même statut d'union. Donc l'union homosexuelle a été reconnue de toute façon en 98, donc vous avez reconnu. Mais on ne lui a pas donné un statut par rapport à la procréation. Donc on a mis les deux couples, enfin les trois couples exactement, dans le même statut. Et puis on n'a pas pensé qu'il y avait le rouleau compresseur des droits sexuels et reproductifs. Et donc les couples ont légitimement dit, mais nous sommes avec les couples hétérosexuels, ok, mais eux ils ont leurs enfants, et nous on fait comment avec nos enfants? Parce qu'excusez-moi, les personnes homosexuelles, depuis la nuit des temps, ils ont des enfants. Voilà, il faut que vous l'admettiez. Et si on ne l'admet pas, eh bien, tout sera toujours bloqué, et vous aurez la GPA dès dans 5 ans. Vous comprenez? Si on se bloque sur l'union homosexuelle, et sur le fait que qu'on soit hétéro ou homo, ces gens, enfin tout le monde, tout être humain, a un enfant, et cet enfant, il l'élève effectivement, dans la majeure partie des cas, 17 millions de familles, 17 millions de familles, père, mère, enfant, et finalement peu recomposées, 3 quarts de ces familles, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je fais le cours magistral. 3 quarts de ces familles sont d'ailleurs des familles d'origine, père, mère, enfant. Vous avez 2 millions de monoparentales et vous avez 25 000 couples qui élèvent des enfants en couple homoparentaux. Voilà, c'est ça le rapport. Alors, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est qu'on va voir l'Europe. Avant les manifs de 2013, le mariage reproductif homosexuel était dominant. Depuis les manifs, regardez bien ce qui se passe, vous avez 6 unions civiles pour 4 pays qui basculent dans le mariage. Et quand ils ont le mariage, même certains sont revenus à l'union. Comment ont-ils fait? C'est ce que nous... Alors on va aller vite. Oui, bon, ça c'était les définitions qu'on pourra reprendre après si vous avez des questions. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, la loi Taubira, lorsqu'elle a été promulguée, le Conseil constitutionnel a réservé cette distinction dans l'égalité des droits sur l'union qu'on a évidemment englobé dans le mariage pour donner la filiation et la reproduction à terme, mais en fait, le Conseil constitutionnel a bien séparé les couples par rapport à la procréation. Regardez, considérant que les couples formés d'un homme et d'une femme sont au regard de la procréation dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe. Ah, ben alors si on n'est pas dans la même situation, on peut très bien aujourd'hui demander à ce que l'acte de naissance réserve la procréation uniquement aux couples hommes-femmes. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ou pas? Oui ou pas? Non, madame, c'est difficile, hein? Parce que ce principe d'égalité, il ne vaut pas quand on est dans des situations différentes. Mais ça peut être lu de l'autre côté aussi. On peut très bien dire, situation différente, eh bien l'homme-femme, la relation sexuelle ou la PMA avec donneur connu thérapeutique, mais les deux femmes, PMA, et les deux hommes, demain, GPA. C'est pourquoi il est très important de s'appuyer sur cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Mandé, qui dit mais il y a plus important, il y a l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit connaître sa filiation réelle et elle doit être inscrite dans son acte de naissance. Mesdames et messieurs, je veux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons vraiment un dossier extrêmement solide pour aller voir les candidats à la primaire de droite, pour aller leur dire, mesdames et messieurs, voilà ce que nous voulons pour la France, parce que la Cour européenne des droits de l'homme le dit, on n'impose ni le mariage, ni la filiation d'intention. Voilà d'où on part aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas aller le demander tous ensemble, ça? Alors, je vais terminer très vite, parce que vous allez me dire, oui, écoute, JB, c'est bon, là, voilà, ça fait 3 ans que j'attends pour le dire. Donc, voilà. Donc je veux juste vous dire que tout ce qui peut être opposé d'un point de vue aujourd'hui religieux, j'ai entendu le père Escudier, mais je me permets de dire que nous nous situons dans la société civile. Nous nous situons dans la société civile et qu'entre-temps, un pape est arrivé entre 2 manifestations monumentales de gens qui demandaient à ce que la filiation homme et femme soit respectée, si possible dans un cadre juridique qui soit le mariage.
Eh bien, le pape, il nous a, avec d'abord la conférence des évêques de France, vous verrez qu'elle est de toute façon tout à fait pour l'année électorale dans cette vision qu'on ne peut pas rester dans une société où tout est en train de se déliter. La marginalisation d'un nombre croissant de familles, les mesures qui brouillent la filiation, celles qui favorisent les divorces et l'éclatement des familles sont payées très cher par leur première victime, l'enfant. Eh bien, c'est bien ce que je vous dis. C'est l'enfant que nous devons défendre aujourd'hui. C'est l'enfant qui doit retrouver sa filiation biologique et c'est l'enfant que nous devons protéger par une loi qui devra revenir sur sa filiation et sur beaucoup d'autres choses, car il est exposé à énormément d'autres problèmes dans la société. Mais surtout, je me fonde sur l'article 52 d'Amoris Laetitia que vous pourrez trouver ici et qui nous dit, c'est le pape qui parle après 2 synodes et le père Esludier est bien au courant, il a remonté toutes vos réponses sur les questionnaires des synodes. Nous devons reconnaître la grande variété des situations familiales qui peuvent offrir une certaine protection, mais les unions de fait ou entre personnes du même sexe, elles sont bien reconnues. Les unions entre personnes du même sexe, par exemple, ne peuvent pas être placidement comparées au mariage. Voilà. Donc voilà ce que propose aujourd'hui l'avenir pour tous. C'est tout simple, c'est de reconnaître la filiation homme et femme dans toutes les circonstances, dans toutes les formes de famille. De remplacer dans les familles de même sexe, enfin les couples de même sexe. Ah oui, et je suis allée en parler au pape. Et je suis allée en parler au pape. Est-ce votre bénédiction pour poursuivre ma mission de changer en France la loi de mariage homosexuel en une union civile sans filiation? Les enfants sont témoins. Qu'est-ce qu'il a dit le pape? Si, claro que si. Donc nous avons bien aussi le Saint-Père qui, dans la société civile, son chéodogme, nous aide aujourd'hui avec Amoris Laetitia. Donc je terminerai simplement pour vous dire, puisque j'ai débordé, mais c'était tellement important tout ce que je vais à vous dire, que nous proposons une chose et nous devons trouver au moins un terrain commun, c'est d'inscrire la filiation homme et femme de chaque enfant dans la Constitution. C'est deuxièmement de demander à ce que dans la loi, enfin dans le Code civil actuel, l'adoption plénière pour les couples de même sexe qui change la filiation des enfants soit revue, soit réécrite et soit réécrite en laissant des droits d'éducation aux parents non biologiques. Troisièmement, il faut que si on s'occupe des couples de même sexe, on s'occupe des couples de sexe différents, enfin des couples hommes-femmes, lui aussi, il n'a pas droit à demain adopter en plénier un enfant à naître, mais un enfant déjà né, orphelin de père ou de mère. Et troisièmement, on va faire tout le monde, parce qu'on ne va pas discriminer les personnes de même sexe, ça suffit. Eh bien les personnes seules aussi n'auront pas adopté en plénier, sauf cas d'exception. Voilà. Je vous remercie. Qui est en train de nous détruire depuis le sommet du monde. Voilà, je vous remercie. Paul. Je parle au micro pour plus de sûreté. La lumière. Je vous invite